Bonjour à vous, amis de la Nouvelle-France. Vous allez assister à une conférence donnée une nouvelle fois à la Maison du Québec à Saint-Malo, que je tiens à remercier pour leur accueil. Aujourd'hui, nous allons parler de l'art de la guerre en Nouvelle-France. Nous allons ainsi parler petite guerre, raids, coercition, mais aussi de guerre à l'européenne avec des lignes et des sièges à la Vauban. Et pour illustrer le tout, je vous conterai la bataille de Fort Carillon comme si vous y étiez. Bon visionnage à tous. Bonjour à tous, bon peuple de Saint-Malo. Mon nom est Jean-Baptiste de Saint-Ours, je suis lieutenant aux compagnies franches de la marine en Nouvelle-France. Et en cette belle année 1758, le gouverneur général Vaudreuil m'a envoyé auprès de Sa Majesté Louis XV pour lui faire état de la guerre en Nouvelle-France. Nous venons de remporter une grande victoire à Carillon et je me dois de l'expliquer au ministre et à Sa Majesté. Mais d'abord, comment on fait la guerre en Nouvelle-France ? Avant de parler de détails de guerre, il faut que je vous parle de contexte. On ne peut pas faire de guerre sans géographie, sans savoir exactement les lieux de peuplement. Je vous présente donc la Nouvelle-France, qui est découverte en 1534 par Jacques Cartier, un petit pilote de port très peu connu qui était dans le coin, et qui arrive ici à Gaspé. Lui, il cherche la voie des Indes. Et pourquoi il pense que c'est dans le Saint-Laurent ? C'est qu'à cette distance-là, il y a 150 km, à savoir donc 37,5 lieues, à savoir la distance entre les places du débarquement et l'Angleterre. C'est quand même très large, il pense pouvoir passer. On raté. De même, il ne ramènera pas de grandes fortunes, il pense ramener de l'or et des diamants, mais il ramène de la pyrite et du gypse. Donc la colonie n'est pas lancée. Il faudra attendre 1608, d'abord 1603 pour une exploration et 1608 la fondation de Québec, par Samuel de Champlain. Bon, entre-temps, la France a été un peu occupée par les guerres de religion, il n'y avait pas grand-chose à faire en dehors des frontières du royaume. Et donc, à partir de 1608, le réel fondateur de la Nouvelle-France, Samuel de Champlain, lance réellement l'installation de Français ici. Je vous passe tous les détails de l'exploration, mais à son apogée, la Nouvelle-France part d'ici. Les pays d'en haut, alors je sais qu'ils sont à gauche, mais ils sont en haut du fleuve, tout est pensé fluvial, et vous allez voir, ça a son importance. Et ensuite, grâce à Cavelier de la Salle, il va explorer et descendre l'Ohio, on dit Ohio, pas Ohio, ça c'est anglais. On va descendre l'Ohio puis le Mississippi et arriver en Louisiane. On a à l'image que les colonies sont souvent découvertes par voie maritime. En l'occurrence, la Louisiane, ici, est découverte par quelqu'un qui part de Montréal. Une belle phrase. Pour vous donner une échelle, j'ai dit 150 km ici, et entre Montréal et New York, il y a 500 km. Voilà. Ceci est une carte d'époque, mais vous voyez qu'elle est déjà très précise, notamment parce qu'on a besoin de cartographie maritime très précise pour pouvoir se déplacer. Pendant cette période, en fait, déjà, dès le premier jour d'installation de Champlain, on va être en guerre contre les Iroquois. Pourquoi ? À peine arrivé, par coup de chance, il assiste à une grande tabagie. Il se fait inviter, une grande tabagie, c'est un rassemblement diplomatique rituel par les Amérindiens. Et le sujet de cette tabagie, c'était que les Algonquins, les peuples de langue algonquine, les Micmacs, Algonquins, Outaouais, etc., partent en guerre contre les Iroquois. Les Iroquois et les Algonquins n'ont pas attendu la présence des Français et des Anglais pour partir en guerre les uns contre les autres. Champlain insiste à la tabagie, fume, comprend les rituels et comprend que cette société est très ritualisée. Et vu qu'il participe, le lendemain, quand ils partent en guerre, il prend 6 de ses hommes et à le 7 et leurs fusils, ils vont en guerre contre les Iroquois. Donc c'est le début de l'immense alliance entre Algonquins et Français. Les Abénaquis, qui sont des Algonquins, sont même appelés les anges gardiens de la Nouvelle-France. Mais c'est aussi le début de la guerre contre les Iroquois. Pour vous donner une idée de l'importance de cette alliance, on ne peut pas parler de l'histoire de la Nouvelle-France sans parler d'histoire amérindienne et de relations entre les Français et les sauvages. Je dis sauvages. C'est une connotation excessivement péjorative de nos jours, mais parce que c'est le savagisme anglais, qui veut bien dire ce que ça veut dire. Champlain, qui était très ami, utilise sauvage, mais sauvage en français, en fait, ça vient de silva, silvae, la forêt. Donc en fait, c'est juste les habitants de la forêt. Donc maintenant, on va pouvoir parler de sauvage sans être péjoratif. Voilà. Ça se trouve, parmi vous, il y a des gens qui habitent en forêt, vous êtes donc des sauvages.
La guerre contre les Iroquois va commencer donc en 1608 et s'arrêter en 1701. Oui, 92 ans. Il y a des trêves. Même après, ça continue un petit peu. Donc déjà, il y a une notion de guerre importante. Les Iroquois vont brûler 3 fois Montréal. C'est une grosse opposition. À côté de ça, bien évidemment, quand on vient, nous, Européens, ailleurs, on emmène nos problèmes européens. Et à ce moment-là, il y a nos meilleurs ennemis qui commencent à refaire la guerre. Les Anglais. Les historiens de moi, on parle de la deuxième guerre de 100 ans. La deuxième guerre de 100 ans qui commence à la guerre de la Ligue d'Augsbourg et qui finira à Waterloo, 1815. On a le même principe que la guerre de 100 ans médiévale, en fait, c'est une succession de guerres européennes où systématiquement les Anglais et les Français sont l'un contre l'autre avec différents alliés qui changent et des trêves au milieu. On peut déjà parler d'un énorme conflit franco-anglais qui va aussi se dérouler ici. Moralité, en Nouvelle-France, on est quasiment tout le temps en guerre. Même pendant les périodes de paix. Parce qu'il y a des filous. Les Américains sont pas mal, les Canadiens aussi. Ah oui, j'ai dit Canadiens. De nos jours, on parle du Canada. Le Canada, c'est l'ancienne colonie britannique qui fait toute la largeur du continent. Mais en fait, à mon époque, au XVIIIe siècle, quand on parle de Canadiens, on parle de Français. Pourquoi ? Quand Jacques Cartier est arrivé à Gaspé, il a rencontré des Micmacs et il leur a dit c'est où, c'est quoi ici ? Les Micmacs, ils ont dit c'est chez nous, c'est notre village. Et en algonquin, en Micmac, village, ça se dit Canada. Donc pareil, on pourra parler de Canada comme étant Canadiens, comme étant les Français. Voilà. Alors du coup, on est toujours en guerre. Comment on se défend ? Là, avec les moyens du bord. Il y a très très peu de monde en Nouvelle-France. On en parlera au moment de la guerre de 7 ans, qui est la guerre actuelle. Sur toute l'aire de la Nouvelle-France, sans la Louisiane, j'ai 55 à 65 000 habitants. Alors que les 13 colonies britanniques qui commencent ici, qui s'arrêtent à la Floride, celles qui deviendront indépendantes un peu plus tard quand il faudra rembourser la couronne, eux ils sont 1,5 million. Donc, on n'a pas de moyens, et on va toujours se battre en infériorité numérique. Et en plus, au début, on n'a aucune organisation militaire. Ce qui va défendre la Nouvelle-France, ce sont ses habitants. Tout homme de 16 ans à 60 ans est mobilisable dans la milice. Ils sont aussi tenus d'avoir 2 fusils, et donc du coup de pouvoir partir dans la milice. Ce sont des hommes qui connaissent le terrain par cœur. En Nouvelle-France, contrairement à la France, il y a le droit de chasse. Ce sont tous des tireurs d'élite. Ce sont des gens qui sont capables de choses assez fantastiques que je vous expliquerai après. Mais quand la milice est à la milice, elle n'est pas au champ. Donc c'est toujours un problème pour le gouverneur de savoir comment défendre sa colonie et en même temps réussir à la gérer économiquement, que ce soit pour le commerce des fourrures qui est la raison d'être de la Nouvelle-France, ou après tout bêtement pour le blé et nourrir tout le monde. Donc la milice, ça a ses limites. C'est pour ça qu'à la fin du XVIIe siècle, Louis XIV va envoyer le régiment de Carignan-Salière. Plutôt intelligent, il prend un régiment de montagnards, qui sont d'Isère, et il les envoie en Nouvelle-France. Le climat, c'était plutôt une bonne chose. Carignan-Salière va lutter contre les Iroquois et concourir justement à la Grande Paix de Montréal de 1701. Et il faut savoir qu'il y a 80% des soldats et officiers qui vont rester et s'installer. Notamment, dans la vallée de Richelieu, il va y avoir tout plein de familles, les contre-cœurs. Saint-Ours est également, Pierre de Saint-Ours, c'est un officier capitaine du régiment de Carignan-Salière qui devient seigneur de Saint-Ours. Et plein de soldats de sa compagnie sont installés là-bas. Carignan-Salière, c'est aussi important pour la lutte contre les Iroquois, pour le début de comment on fait la guerre en Nouvelle-France, que finalement pour la société. Voilà. Ensuite, un peu plus tard, il va y avoir les compagnies franches de la marine. Alors de la marine, en gros, mes soldats, ils sont recrutés ici, à La Rochelle, en Normandie, même à Paris. Ils traversent une fois l'Atlantique et puis ils ne voient plus jamais de bateau. Hein. C'est juste que les colonies dépendent du ministère de la Marine. Finalement, les compagnies franches de la marine vont donner 3 corps actuels. Le premier, c'est ceux qui vont aller sur les bateaux et les servir de fusiliers, ça va donner les fusiliers marins actuels. Le deuxième, vont servir de troupe de débarquement aux Indes, notamment, et aux Antilles. Ça va donner l'infanterie de marine. Et vous allez voir, pour ceux qui partent en Nouvelle-France et qui vont apprendre la petite guerre, la guerre amérindienne, la guérilla ou encore guerre canadienne, ça donnera les commandos marines. Et là, ce sont les premières troupes permanentes de cette nation. Par contre, on n'est pas nombreux non plus. En 1755, on est 35 compagnies de 50 pour
tout ça. Mon détachement, par exemple, parce qu'en plus, chaque compagnie, on est passé nombreux, on l'a divisé en 4. Donc mon détachement de 13 hommes, nous sommes basés à la fourche de l'Ohio, à Fort Duquesne. On est 13 et on doit gérer une région grande comme la Bretagne. On dit que la Nouvelle-France est aussi grande que la portée des fusils autour des forts. Sans les Amérindiens, nous ne sommes rien. Voilà. Enfin, en 1755, justement, vu que la guerre va éclater, on commence la guerre en Nouvelle-France avant qu'elle éclate, la fameuse guerre de 7 ans, Sa Majesté nous enverra des troupes de terre, avec d'abord le général le baron de Dieskau, qui est blessé et capturé à sa première bataille, même s'il la gagne, et ensuite avec le général Marquis de Montcalm, dont je vous parlerai en long, en large et en travers. Donc là, ce sont des troupes de terre. Vous voyez, en permanence, on essaie de s'adapter, mais c'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'entre la Nouvelle-France et la France, bon, il y a un océan, mais sur l'océan, surtout, il y a un truc qui s'appelle la Royal Navy. Ça rend compliqué tout. Approvisionnement en hommes, en vivres, en munitions. Vous voyez un peu le contexte historique. Maintenant, on va parler de géographie. Pour que vous compreniez vraiment comment la guerre va se faire. Je vous ai parlé des distances. Avant même qu'on arrive, la vallée de la rivière Richelieu, qui va au lac Champlain et au lac Saint-Sacrement, que les Anglais appellent lac George, puis, avec un portage, la rivière Potomac, ça fait New York à Montréal, et ensuite on peut passer aussi dans le Massachusetts et aller à Boston. Et bien c'est pareil, les Amérindiens l'appelaient déjà le grand chemin de la guerre, parce que c'est le chemin entre l'ère iroquoienne et l'ère algonquine. Alors ça c'est pareil, on va bien l'emprunter. On va beaucoup l'emprunter, 550 km en été, en hiver, et surtout les gouverneurs vont y mettre des forts. Je vous rassure, les Anglais mettent des forts aussi de l'autre côté. On parlera tout à l'heure de Carillon qui se situe justement sur ce chemin. Là, vous avez les zones de peuplement, Québec, Montréal, c'est là où on veut aller. Là, c'est New York et Boston, c'est là où nous, on veut aller. Il y a un chemin direct. Vous imaginez que ça va donc se battre ici. Le deuxième chemin, c'est par l'ouest. La problématique des colonies britanniques, c'est qu'ils sont à 1,5 million et ils sont bloqués par les Appalaches. Eux, ils n'ont qu'une envie, c'est de partir un peu plus loin pour pouvoir coloniser. C'est là où on va voir la différence entre Angleterre et France. La France, en fait, n'a jamais envoyé de personnes forcées en Nouvelle-France, et c'est vraiment une colonie avant tout économique. Les Anglais, c'est un peu l'inverse, ils le font à l'anglaise, vous savez ce que ça va faire comme conséquence. Si on parle de l'événement fondateur de la Nouvelle-Angleterre, l'épisode du Mayflower, en fait, ce sont des colons, ils n'ont pas eu le choix en fait, ce sont des protestants extrémistes, dits extrémistes à l'époque, qui sont mis dehors d'Angleterre en leur disant allez coloniser plus loin. Ils vont le faire avec plein d'ethnies et plein de choses, et ils le referont tout au long de l'histoire anglaise, l'Australie. Voilà. Mais donc du coup, eux, ils sont à 1,5 million. Ils sont à 1,5 million et tout ça, c'est fait à l'européenne. Il y a énormément de champs, ils ont besoin de place. Et la vallée de l'Ohio, en l'occurrence, elle est parfaite. Déjà, il y a le climat de la Bretagne. Donc quand on connaît les hivers sur la côte ou au Québec, c'est plus agréable. Ensuite, les terres sont giboyeuses, les terres sont fertiles, et il n'y a plus personne dessus. Parce qu'à la fin du XVIIe siècle, les Iroquois ethnocident les Ériés, un autre peuple iroquois, et donc en fait c'est vide. Et finalement, les Américains, ils ont envie d'y aller. À la fin de la guerre de succession d'Autriche, au traité d'Aix-la-Chapelle, en 1748, octobre, il est bien précisé que la vallée de l'Ohio est française. Par contre, personne n'est capable de mettre une frontière illégalement. Et à côté de ça, il y a une petite ligne qui dit aussi, et ça c'est pour normalement corriger les choses, ils disent que toutes les terres où il y a des Iroquois, c'est bien anglais, c'est la Nouvelle-Angleterre. Et là, il y a le gouverneur de Pennsylvanie qui fait, mais attendez, moi là, il y a 10 ans, j'ai déporté des Iroquois dans la vallée de l'Ohio. Donc maintenant, il y a des Iroquois dans la vallée de l'Ohio. Du coup, c'est à moi maintenant. Donc en fait, le traité d'Aix-la-Chapelle est respecté 3 mois. Novembre, décembre, janvier. Les Anglais commencent déjà à essayer d'y aller, retourner les alliances, je vous passe le détail, mais en gros, la cause de la guerre de 7 ans, c'est ici. Et elle est déclenchée en mai 1754, alors que la guerre officiellement ne commence qu'en 1956, par un certain George Washington, qui va tirer sur l'enseigne de Jumonville. Voilà. Donc là, maintenant, vous avez le deuxième chemin pour aller de l'un à l'autre. Le troisième, bien évidemment, c'est la voie de mer. Tout le monde adore ça. La seule problématique, c'est que les Français, ici, ils ont mis la forteresse de Louisbourg. La forteresse de Louisbourg est très bien faite. Globalement, c'est une ville fortifiée.
un peu comme ici, c'est dessiné par des élèves de Vauban, comme ici. Et en l'occurrence, les courants et les bancs de sable font qu'on ne peut pas passer comme ça entre Louisbourg et Terre-Neuve sans être à portée de canon. Donc on ne peut pas prendre la vallée du Saint-Laurent sans prendre Louisbourg, qui sera pris 2-3 fois, échangé, etc. Et en plus, les Américains, ils détestent Louisbourg. Au début, ils sont arrivés, c'était juste militaire. Ensuite, ils ont essayé de vivre économiquement, ils ont commencé par pêcher. Et les pêcheries de morue de Terre-Neuve, fantastique. Et là, il y a des marins malouins qui sont arrivés et fait attendez, on va vous expliquer un autre mode pour gagner votre vie. Parce que là, vous avez une forteresse bien protégée, comme chez nous. Vous n'êtes pas loin de tous les centres économiques anglais, comme chez nous. Alors, on vous apprend à faire la guerre de course. Donc, il y a également des corsaires à Louisbourg, exactement comme ici. Donc, c'est pour ça que pendant toutes les guerres intercoloniales, Louisbourg est une des premières cibles de la Royal Navy et d'une manière générale des Anglais. Donc là, vous avez 3 chemins. Vous avez 3 chemins, vous avez la frontière, en général, ça c'est applicable à toute histoire militaire, la plus récente. On croise les frontières, on croise les chemins qui mènent d'un lieu de peuplement à un autre, et c'est là où ça va. Voilà. Donc là, vous avez un peu plus d'idées sur à quoi ça ressemble. Mais maintenant, au XVIIIe siècle, on se bat comment et avec quoi? Je vais vous montrer. Excusez-moi. L'arme principale, c'est ceci. Magnifique fusil 1728, modifié 46, en dotation dans l'armée française. C'est fantastique. Bon, c'est fantastique pour moi, hein, parce que pour vous, un bon soldat, bien entraîné et immobile, met 20 secondes à le recharger. Voilà. Une fois. Ensuite, il y a un incident pour 5 tirs. 20% d'incidents de tir. Des fois, des incidents très très bénins. Des fois, il faut aller chercher la balle au fond. Les explosions sont rarissimes, parce qu'on sait bien faire les fusils. Mais n'empêche que 1 sur 5. Ensuite, ça porte létalement à 200 mètres. Pas mal. Bon, par contre, la précision, c'est 95% de coups au but à 50 mètres, 50 à 100, 5 à 200. Bon, ça va, les Canadiens, ils sont doués. Mais bon, 5 à 200. Ils sont tellement doués que ça fait peur. Il y a des méthodes, justement, les habitants se protègent, ils rechargent en 20 secondes. Je fais une petite aparté pour dire que toutes les femmes canadiennes savent recharger. Parce qu'en fait, leur habitation, c'est la fameuse cabane de Rondin. Mais avec ces fusils-là, en fait, c'est un bunker. Et donc, du coup, autour, ils mettent 200 mètres de glacis, 200 mètres de champ. Et si on veut les attaquer, en fait, l'ennemi, souvent les Iroquois, savent qu'ils vont perdre un homme toutes les 20 secondes. Et grâce à leurs femmes, toutes les 10. Au passage, les habitants sont souvent loin pour la traite de fourrure ou la milice. Et les femmes savent très bien tirer également, elles gèrent, elles font d'abord recharger par leur fils aîné, puis ça change, etc. Mais tout habitant et habitante est un bon tireur. Et ça ne suffit pas. Vous imaginez qu'avec un tir tous les 20 secondes, on peut faire plein de choses, et c'est un peu difficile d'arrêter beaucoup de monde. C'est pour ça que dans l'armée, à un moment, on est obligé de passer au corps à corps. Donc la première arme de corps à corps de l'armée, c'est la baïonnette. Vous voyez très simplement pourquoi systématiquement les soldats vont préférer ça à leur épée, sachant qu'ils ne savent pas s'en servir de leur épée. On transforme le fusil en une pique d'environ une toise, 1,95 m pour vous. C'est simple, hein, on pique, on tourne. Je ne vous fais pas de détails, on pourra parler tout à l'heure pendant les questions d'histoire de la baïonnette, mais il faudra coudre les oreilles. Ensuite, on parle de corps à corps. Bon, il y a plein de façons sympas. Je l'ai dit que les soldats étaient dotés avec une épée, ils ne savent pas s'en servir. Jamais un soldat a reçu une leçon d'escrime. Les officiers, c'est pas la même chose, nous sommes tous nobles, on sait se battre à l'épée, notamment pour les duels, ça fait juste 100 ans qu'ils sont interdits, mais faut pas le dire. Donc ça, en fait, les soldats, de 1, ça sert de machette, et de 2, surtout, qu'est-ce qu'il y a en Nouvelle-France? Partout. Des arbres. Essayez de courir dans les bois avec une épée. Les arbres sont tellement denses que les soldats abandonnent même le tricorne et passent au bonnet. Le fameux bonnet rouge breton, le bonnet des marins, qu'au Canada on appelle une tuque, et qu'on appelle encore de nos jours une tuque. Donc l'épée, on oublie. Bon, faut quand même savoir se battre au corps à corps, qu'est-ce qu'on va utiliser? Finalement, on va utiliser des choses pratiques. Ils remplacent l'épée par la hache, et en plus, ça, c'est un produit que nos alliés autochtones adorent. La hache de traite. On n'utilise pas le terme tomahawk, qui est un terme anglais du 19e siècle. Bon, ça sert à quoi surtout? Couper du bois.
Voilà, ça sert à couper du bois, planter des sardines, c'est un outil. Et après, c'est un outil prenant en pratique avec les Anglais également. Hein. Et souvent, à les combiner, tout bêtement, toute personne qui vit en forêt le sait, qui fait un peu de randonnée, il faut un couteau. Donc la combinaison des deux permet de se défendre au corps à corps, mais vous allez voir, du coup, son privilégie au XVIIIe siècle, c'est le feu. Le feu puis le corps à corps. Le feu, au passage, qui tire ce genre de choses. Je vous ferai passer 30 grammes de plomb. Et le plomb, quand ça arrive dans quelqu'un, ça fait ça. Bon, ça, c'est dans une bulle de tir, le gel balistique, hein, c'est pas dans quelqu'un. Le gel ne s'est pas plaint. Bon, vous imaginez ce que ça fait. Hein. Souvent, on a énormément de fractures, en fait, hein, même pour rien qu'à la patte. Donc, la première problématique qu'on a vient finalement, tout bêtement, de l'armement. On parle de l'inefficacité des fusils au XVIIIe siècle. Ils sont bien pour l'époque, mais on est quand même loin des 30 coups en rafale qu'on recharge en 2 secondes, et surtout qu'ils tirent bien, précis, et qui n'ont quasiment pas d'incident de tir. Ça va nous poser beaucoup de problématiques, il va falloir qu'on s'adapte à ça. Bon, outre les armes personnelles, c'est les plus importantes, parce qu'on se déplace comment en Nouvelle-France? À pied, en raquette ou en canoë. Toutes les zones de transit dont je vous ai parlé sont en fait des zones fluviales. Donc vous imaginez qu'en canoë, un canon c'est un peu compliqué. Il y a des canons quand même en Nouvelle-France, il y en a sur les grandes forteresses, il y en a aussi sur les tout petits forts, ce sont des pièces de 6 livres. Pour comparaison, bon peuple de Saint-Malo, sur le bastion hollandais, ce sont des pièces de 24 livres. À l'époque, on donne le calibre en poids du boulet. Donc 6 livres, c'est 3 kilos. Ça n'a pas changé par rapport à nos jours. On parle bien de livres françaises. Donc, globalement, les canons qu'on emmène, ils sont 4 fois plus petits. Voilà. C'est les canons qui changent beaucoup de choses. Parce que vu que c'est très dur d'amener des canons, globalement, un fort protégé par des canons est quasiment invulnérable. On verra que quand la guerre va éclater et se transformer en guerre à l'européenne, il y aura des sièges exactement théorisés comme l'a fait Vauban. Et Vauban, il l'a fait, alors vous connaissez tous les forteresses de Vauban, voilà. Il a fait donc de la castellologie, l'art de défendre, mais il a fait aussi de la poliorcétique, l'art de prendre une forteresse. Au XVIIe siècle, on disait qu'une forteresse, un siège mené par M. de Vauban était un siège victorieux. Il n'a eu aucune défaite. Par contre, il a édité un manuel de comment on prend ses propres forteresses. Oui, mais c'est super important, ça s'appelle de la dissuasion. Parce qu'en fait, il a bien expliqué comment on pouvait prendre ses forteresses. Mais il a aussi expliqué le nombre de morts à chaque étape. Et il l'a diffusé dans toute l'Europe, dans toutes les langues, de sorte à ce que les ennemis du roi de France savent le coût de prendre une forteresse globale. Et donc, du coup, il y a eu moins d'attaques. C'est l'ancêtre de la dissuasion, en fait, sans nucléaire. Voilà. Donc là, il y aura les mêmes choses. Enfin, donc là, vous avez vu qu'on a des problématiques d'armement. Mais il y a plusieurs façons de se battre en Nouvelle-France. Je vais commencer par vous parler de la petite guerre. La petite guerre, c'est finalement ce qui a été fait l'essentiel de la durée de la Nouvelle-France. En fait, finalement, à la base, c'est tout ce qui se passe entre 2 batailles. Une bataille, c'est ce qu'on appelle la Grande Guerre à l'époque. Et donc, la petite guerre, c'est, comme charge, c'est finalement éclairer, aller voir où est l'ennemi, prendre le contact, prendre des informations, capturer des prisonniers pour avoir des informations une nouvelle fois. C'est aussi couvrir les flancs de l'armée, parce qu'une armée en marche, en colonne, ne voit rien en fait. Mais c'est également attaquer les lignes de communication. En effet, l'armée elle a besoin d'emmener des provisions de bouche, du fourrage pour les chevaux comme il y en a, pas trop ici. Si on attaque ces lignes de communication, l'armée est désemparée. Finalement, il y a une autre tâche, c'est ce qu'on appelle les actes de coercition. La coercition, c'est quoi en langage militaire? C'est forcer l'ennemi à faire quelque chose qu'il ne veut pas faire. Et ça, les Canadiens, on est très très forts. Là, on va toucher le premier problème historiographique, c'est-à-dire que tout le monde a écrit sur ce que je vous raconte. Des pro-français, des pro-canadiens indépendants, des pro-canadiens britanniques, des pro-anglais, des pro-américains. Vous imaginez que personne n'est d'accord. Et ce que je vais essayer de vous dépeindre, c'est un portrait le plus objectif possible. Et pour vous donner une idée, la biographie du général de Montcalm, la plus objective, elle est sortie il y a 4 ans.
Donc, ça va être un petit peu dur. Et notamment sur le sujet de la petite guerre, parce que la petite guerre, on l'appelle aussi la guerre à la canadienne. Et le gouverneur général, le marquis de Vaudreuil, lui, il est persuadé qu'il peut gagner qu'avec ça. Comme on a toujours fait. Sauf qu'en face, ils sont 1,5 million. Donc ça va poser des problèmes. Et en plus, il faut un peu déconstruire. On parle de guerre, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant. Il y a des fils qui tombent. Tout est gris. Et notamment, la technique préférée des Canadiens pour empêcher les Anglais d'aller chez eux, c'est de les empêcher de lever la milice, de se rassembler en grand nombre et d'attaquer. Et comment ils font pour ça? Ils vont à la frontière et crament toutes les fermes. Ils crament toutes les fermes et ils diffusent l'information sur les autres fermes en disant vous voyez ce qui vous arrive. Donc maintenant restez chez vous, n'allez pas dans votre milice. Et comme ça, nous on revient. Finalement, la petite guerre, si on le met en contexte moderne, les Anglais, les colons américains, ils ont affaire à des Viet Cong, à des Moudjahidines. C'est la même chose. C'est une armée très peu nombreuse, avec des gens peu équipés, très performants et qui connaissent extrêmement bien le terrain. Et eux, les Anglais, sont très nombreux, très organisés, beaucoup plus disciplinés que nous autres Français. Et finalement, on a un rapport de force ainsi. Donc, c'est pour ça que je parle de ni blanc ni noir. Les Canadiens ne sont pas les super-héros du Canada. Ils ont utilisé des techniques, comme dans toute guerre, qui ne sont pas très joyeuses. Par contre, on est au siècle des Lumières. Au siècle des Lumières, on commence à écrire sur tout. Et donc même en Europe, on utilise la petite guerre, on l'utilise depuis tout le temps. Les Grecs avaient les peltastes, qui avaient un petit bouclier, des javelots et pas grand-chose d'autre sur le dos, au sens propre. Les Romains avaient des auxiliaires, un peu plus tard il y avait de la cavalerie légère. La cavalerie légère fait beaucoup de petites guerres, et l'infanterie légère également. Tout ça, c'est connu. Au XVIIIe siècle, on écrit tout. On commence à écrire, et notamment un des grands généraux de notre siècle qui a gagné la bataille de Fontenoy en 1745, c'est le maréchal de Saxe. Lui, il a expérimenté tout en petite guerre, notamment en Allemagne. Il commence à écrire, il y en a d'autres. Il y a plusieurs affrontements pour ou contre la petite guerre, pour ou contre ordre mince, ordre serré. On est à une époque où on adore écrire, c'est les Lumières en fait, et ça se répercute également sur l'histoire militaire. Donc, les officiers européens connaissent également la petite guerre. Ils ne la connaissent pas quand il n'y a que ça, mais ils savent très bien aussi l'intérêt de l'avoir. Enfin, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Et quand je vous parlerai de Montcalm tout à l'heure, il la connaissait très bien. Pourquoi, par contre, on l'appelle finalement guerre à la canadienne, outre le fait qu'on fait que ça? Quand Champlain prend son fusil avec ses 6 copains pour aller contre les Iroquois ils se battent en rang avec des boucliers en écorce et avec des lances. 1608. Bon, eux ils tirent dessus, ça leur fait tout drôle. Très rapidement, tous les peuples amérindiens vont s'adapter. Ils vont acquérir des fusils et ils vont finalement, eux, partir en guérilla. Vous pensez que chez les Amérindiens, une notion qui est au-dessus de tout, c'est la vie humaine. D'ailleurs, pas humaine, la vie tout court. Et donc, ils vont tout faire pour ne pas avoir de pertes. D'où l'adaptation à la petite guerre. Et finalement, nous, Compagnie Franche de la Marine, quand on part de France, on est formé à la guerre à l'européenne. C'est à en rang dont je vais vous parler après. Mais quand on arrive là-bas, et qu'on nous envoie à 13 pour tenir la Bretagne, on apprend vite qu'il faut se disperser derrière les arbres. Voilà. Par contre, la petite guerre a des limites. Des grosses limites. Quand en face, vous avez une colonne de plusieurs milliers de personnes, je vous ai dit 20 secondes pour recharger, mais en étant immobile. Quand vous commencez à courir d'arbre en arbre, à vous cacher, à suivre la colonne, on va vite, finalement, c'est sûr que vous allez toucher, parce que vous êtes bon, mais on va finalement toucher, faire un blessé toutes les minutes, à peu près. Et en face, ils sont très nombreux. Donc c'est sûr, ça va affecter leur morale, ils vont devoir s'arrêter, ils vont être incertains, mais jamais vous allez arrêter une grosse colonne. C'est bien pour des combats de faible intensité. Pour tout ce que je vous ai dit avant, la petite guerre est adaptée. Mais les Anglais, du moment où ils mettent beaucoup d'effectifs, on n'est plus capable de les arrêter. Plus du tout. Je vais quand même vous parler d'un bel exemple, le 9 juillet 1755, la bataille de la Monongahela, où j'étais, qui se passe justement dans la vallée de l'Ohio. C'est le summum de la victoire de la petite guerre, et vous allez voir qu'il y a eu quand même besoin de la guerre à l'européenne. Alors ça, c'est simple. Bon, Washington s'est fait capturer, tout ça avant, et les Anglais envoient la fameuse colonne du général Braddock, donc une colonne de beaucoup d'hommes, avec de l'artillerie pour prendre le fort Duquesne. Bien évidemment, des Amérindiens les repèrent, vont prévenir le capitaine du fort, qui est le capitaine de Contrecoeur, et qui devait se faire relever, et vient d'arriver celui qui va le relever,
le capitaine de Beaujeu, Gabriel Hyacinthe Liénard de Beaujeu, qui lui connaît la petite guerre par cœur. C'est un ami des Amérindiens, il est couvert de tatouages, il connaît ça par cœur. Et donc contre-cœur dit, je défends Duquesne, prends des hommes, prends les tiens, prends tes alliés amérindiens, les milices, et va à l'encontre de la colonne, parce que notre fort n'est pas assez fort pour encaisser un siège en règle. Ils y vont, et là, gros défaut d'éclairage, au détour de la forêt, à un angle, et ben ils se retrouvent nez à nez avec les grenadiers anglais. Ça tire tout de suite, Beaujeu meurt. Mais son second, l'Anglade, réussit à tout de suite organiser les choses. Vous imaginez, ils sont sur un chemin. Il fait barrer le chemin par les compagnies franches de la marine qui, pour le coup, se battent en rang. Disciplinés, on barre le chemin, on a besoin d'encaisser les tirs anglais et de les empêcher d'avancer. Et pendant ce temps-là, tous les miliciens et les Amérindiens, ils vont sur les côtés, en hauteur, et vu que les Anglais ne savent pas gérer la chose, Braddock n'est pas un général américain, il vient d'Angleterre, ils sont complètement désorganisés, et en plus, on a pris une mauvaise habitude, nous autres Français, déjà on vise. À la fin de la bataille de Fontenoy, on a gagné, et les journaux anglais ont titré « Les Français ont triché, ils ont visé ». Et puis bon, je vous ai parlé de choses peu reluisantes, mais en fait, on a aussi une mauvaise habitude, c'est qu'on commence par tirer sur les plus hauts gradés et on descend ensuite dans les rangs. Ce qui fait que Braddock, il meurt tout de suite. Son second, c'est Washington, qui est censé gérer l'arrière-garde. Il la gère très très bien, mais en fuyant. Et finalement, c'est un massacre. Le fort d'où ils sont partis va tirer des coups de canon toutes les 6 heures pendant 1 mois pour tenter de rallier les fuyards qui sont perdus dans la forêt. Donc là, finalement, on a, en effet, la petite guerre à gagner. Mais on voit déjà que s'ils n'avaient pas barré la route, ça ne marchait pas. Il y avait besoin de guerre à l'européenne. Et finalement, cette grande victoire va desservir la Nouvelle-France parce que ça conforte Vaudreuil dans le sens que la petite guerre seule peut arrêter les Anglais. Sauf que finalement, la colonne de Braddock, c'était certes la plus grande armée jamais vue en Amérique du Nord, mais les Anglais vont faire encore mieux. Et du coup, là, je vais vous parler de la guerre à l'européenne. Excusez-moi. La guerre à l'européenne. Se battre en rang. Donc vous avez tous cette image en tête et vous vous dites, il y a deux lignes à 50 mètres qui se tirent dessus, mais ils sont fous. En fait, maintenant que je vous ai expliqué les limites du fusil, vous comprenez que ce n'est pas la même perception des choses. Et finalement, on se bat en rang à 50 mètres uniquement en jouant sur une chose, les statistiques. Le but du jeu, c'est de faire perdre le moral à l'adversaire le plus vite possible, en envoyant de la fumée, du plomb, des cris, en prenant la charge à la baïonnette. Le but du jeu, c'est casser le moral de l'adversaire. Un combat d'infanterie au XVIIIe siècle, c'est comme ça, on tire, il y en a un qui flanche, qui se fait rallier par ses officiers et qui revient. Et ainsi de suite. Un combat d'infanterie au XVIIIe siècle, c'est comme ça, mais en pratique, c'est excessivement court. On parle d'une, 2, grand maximum, et c'est légendaire, 3 volées. Donc, 20, 40 ou 60 secondes, et c'est fini. Et vu que ça tire mal, que c'est pas précis, que le but du jeu c'est de les faire flancher au moral, finalement, c'est économe en homme. Alors c'est horrible, c'est complètement... on va dire que c'est dénué de sentiments à la base de les mettre comme ça, mais le but c'est vraiment d'économiser les hommes, en jouant sur le moral. Voilà. Et donc, en guerre européenne, on se bat comme ça, de 2 façons de faire. Soit en ordre mince, parce que les Anglais aiment bien, deux lignes, comme ça ils peuvent mettre un maximum de fusils, surtout qu'en plus ils se battent très 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 collés les uns les autres, ce qui fait que quand ils se donnent, ils sont obligés de manœuvrer en donnant des ordres très détaillés. Quand on voit les Anglais se battre, on a l'impression que c'est saccadé. Nous autres Français, on se bat avec une coudée d'écart. C'est finalement la différence entre les phalanges macédoniennes et les légions romaines. Nous, ce qu'on va aller chercher, c'est le combat au corps à corps. On va bien évidemment tirer, mais il y a une grande tradition de chevalerie française qu'on appelle la Furia Francese, qui est d'aller chercher le corps à corps même pour l'infanterie. Et puis, tout bêtement, en fait, sous Louis XV, ça fait 50 ans qu'on a des bonnes récoltes. Et le français est en moyenne plus grand d'une tête que le reste des autres Européens. Donc ça aide pour le corps à corps. Ce n'est pas du tout exceptionnel dans l'histoire de l'humanité. Il y a eu la même chose avec les Gaulois par rapport aux Romains, les Scandinaves par rapport aux Francs au IXe siècle, les Vikings. C'est quelque chose qui arrive. D'ailleurs, ça ne durera pas forcément. Mais donc, du coup, ça aide pour le corps à corps. Donc ça, c'est plus l'ordre profond. L'ordre profond, on se met sur 4 ans, voire 8. Et en fait, après, c'est le principe de la mêlée de rugby.
Chaque soldat appuie son épaule dans le dos de celui qui est devant. Les deux premiers se battent à la baïonnette, les autres ils poussent. Les Anglais, en fait, ils se battent sur un rang, ils attendent que le premier rang soit mort pour que le deuxième se batte. Donc vous imaginez d'un côté une mêlée de rugby qui rentre contre quelqu'un qui est tout seul. Quand on arrive à ce point-là, ça marche bien. Ça, c'est ordre mince et ordre profond. Je vous ai parlé également de la polyarthrétique de Vauban, qui est vraiment une grande théorie à l'européenne, et qui va finalement être appliquée en Nouvelle-France. Donc là, finalement, on a vu le contexte géographique, on a vu la petite guerre, la guerre à la canadienne, et on a vu la guerre à l'européenne. Je voudrais vous l'illustrer grâce à la bataille qu'on vient de vivre au mois de juillet, la bataille de Fort Carillon. Vous allez le voir, elle présente l'intérêt, si je ne me trompe pas, de parler et de petite guerre et de guerre à l'européenne. Alors déjà, je vous donne des contextes. D'un côté, le marquis de Montcalm, 3500 hommes. De l'autre côté, le général à Bertrand-Brie, 15 000 hommes. Bon, ça commence pas très bien. En plus, on a une famille d'hiver. Et Montcalm dirige les troupes sur le champ de bataille, mais celui qui fait la stratégie générale, c'est le marquis de Vaudreuil, et ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord, je vous le raconte juste après, je vais d'abord vous parler de qui est le marquis de Montcalm. C'est totalement paradoxal par rapport à Vaudreuil. Vaudreuil est canadien, né canadien, mais fils de l'ancien gouverneur, et finalement il obtient son poste par intrigue de cour. Montcalm, lui, c'est de la toute petite noblesse. Et vraiment toute petite noblesse de Provence, pas un sou. Il est dans l'armée à partir de ses 8 ans, 12 ans au combat, 14 ans première commission d'enseigne, et il va passer toute sa vie au combat. Pendant la guerre de succession d'Autriche, il va être en Italie notamment, sur une bataille, la bataille de l'Acieta, où il s'illustre, il prend 3 blessures, dont une balle en pleine tête. Alors, notez balle en pleine tête, on peut supposer que s'il a survécu, soit la balle était hors de portée, soit c'est sur le côté. Mais quoi qu'il en soit, il est décoré pour ça. Et c'est pourquoi je vous parle de cette bataille, c'est la bataille de l'Acieta, où les Français arrivent 10 fois plus nombreux que des Italiens, enfin des Autrichiens en l'occurrence, qui sont retranchés et ils perdent. Et donc lui, il a vécu ça. À côté de ça, un officier au XVIIIe siècle, ça fait surtout 2 choses. Ça écrit des rapports et ça lit des livres de stratégie. Et il a lu tous les livres de Saxe et de tous les prédécesseurs, et il a une bonne culture. Avant d'être en Italie, il a été également en Allemagne, sous les ordres du général de Saxe, du maréchal de Saxe. Et donc du coup, ce général était un expert pour utiliser la petite guerre en complément de la guerre à l'européenne, et il a appris ça aussi. Ça, c'est son bagage quand il arrive en Amérique du Nord. Souvent, on a dit que Montcalm, en fait, il n'avait pas respecté Vaudreuil, et il n'a pas voulu faire la petite guerre parce qu'il méprisait les Canadiens. Il connaît la petite guerre, et d'ailleurs, je vais vous le démontrer. En plus, sur cet exemple-là, il va la faire avec très peu de Canadiens et très peu d'Amérindiens. Pourquoi? Parce que Vaudreuil, lui, va lui prendre tous ses meilleurs soldats, les donner à son second, le chevalier de Lévis, lui donner tous les alliés amérindiens, les milices, les compagnies franches de la marine, et en fait, ils veulent attaquer par l'ouest, par la vallée de l'Oyo, en faisant une attaque, un raid de petite guerre. Et Montcalm, il dit, oui, mais pendant ce temps-là, il y a une colonne à Bertrand-Brie, il y a du monde, et eux, ils vont prendre le chemin de la guerre directement, il faut qu'on les bloque. Et en plus, il y a le numéro 3 de l'armée française, qui est monsieur de Bourg-Lamaque, qui est déjà à Fort Carillon, et qui dit, ça s'agit de l'autre côté du lac Georges ou lac Saint-Sacrement, que vous voyez ici. Il faut faire quelque chose. Et donc finalement, Vaudreuil ne décide pas, il garde son raid, et il se sépare. Et donc je vais vous raconter tout ça le plus précisément possible. Mon but est de vous faire vivre la bataille que je viens de vivre. Montcalm, le 24 juin 1758, part de Montréal. Le 30 juin, il arrive à Carillon. Là, vous avez le plan d'attaque anglais. Avec le lac Georges, la rivière de la Chute. Alors, pourquoi de la Chute? Parce que de là à là, c'est que des rapides. Du coup, les Français ont mis en place ce qu'on appelle un portage. En fait, on prend le canoë, on le sort, on le met sur notre dos, on va jusque là, on le remet à l'eau. Mais il y a un chemin de portage
qui depuis que ce chemin de portage a été mis, du coup la forêt là elle est plus du tout entretenue. Et là on a le fort Carillon, que les Anglais appellent Ticonderoga. Au passage, c'est l'exception qui confirme la règle. Tout nom amérindien en Amérique du Nord veut dire que des Français sont passés, parce qu'ils francisent comme Kanata tout à l'heure, à l'exception de celui-là où les Français l'appellent Carillon et les Anglais l'appellent Ticonderoga. Là vous avez le plan de bataille britannique. Et en fait, le but du jeu c'est de passer là pour arriver au lac Champlain et ensuite monter vers Montréal. Donc comme vous pouvez le voir, on ne peut pas passer là sans prendre le fort. Il arrive, on calme, et dès le soir, il voit que dans le fort, on peut mettre qu'un bataillon, 500 hommes, qui n'est pas assez solide, même s'il est en pierre, mais 500 hommes contre 15 000 avec peu d'artillerie, ça ne suffira pas. Il écrit dans son journal que pour réussir ce coup, il lui faudra de l'activité et de l'audace. Dès 5h30, il met en place la phase 1, notamment sous les ordres de Bourlamaque, avec 3 brigades. C'est-à-dire qu'il va envoyer une brigade ici, au portage. Une brigade de ce côté-là, ici, c'est un moulin à scie, en fait. C'est un moulin à eau qui sert à scier en long bois. Une autre de l'autre côté, il fait commencer à construire des ponts. Pourquoi il les envoie vers le bas, vers le sud, alors que justement les Anglais sont là? Le but du jeu, pour Montcalm, c'est de se gagner du temps et de montrer qu'il n'a pas peur. Il veut inciter Abercrombie à la prudence, parce qu'il ne faut pas oublier quelque chose en histoire militaire, c'est que vous avez des cartes. Vous avez une vision dite satellite ou hélicoptère. Vous avez tout en temps réel. Même de nos jours, ce n'est pas le cas, il n'y a pas de temps réel, très peu de temps réel. À l'époque, quand vous savez qu'au sud du lac George, il y a des embarcations, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est allé au sud du lac George, qui est revenu en courant, et qui vous l'a dit. Et donc, ça, c'est l'éclairage. C'est excessivement important, encore de nos jours au passage, mais c'est excessivement important, et pour ça, on a besoin de quoi? De la petite guerre, de petits groupes de personnes qui connaissent le terrain, très formés, très agiles, qui vont pouvoir aller jusque-là. Donc à 5h30, finalement, ok, c'est avec des bataillons, mais il va prendre le terrain et faire de la coercition, acte de petite guerre par excellence. Il va forcer l'anglais à la prudence. Donc il envoie Bourlamaque là-bas. Lui, pendant ce temps-là, il reste à Carillon. Pas pour se tourner les pouces, mais en fait, il regarde comment il va pouvoir défendre tout ça. Il a emmené 2 ingénieurs avec lui. Et il y a grand coup de chance, un grand oublié d'histoire qui s'appelle l'officier Dugue, qui, pendant l'hiver 57-58, était en poste à Carillon, il s'ennuyait beaucoup. Il a rédigé un mémoire sur comment défendre la plaine de Carillon. Le mémoire a été envoyé en France, il a été lu, Montcalm le connaît, et il va quasiment l'appliquer lettre à lettre. Le principe, en fait, c'est que là, il y a une élévation, et le but du jeu, ça va être de faire des fortifications provisoires, je vous montrerai sur la carte pro-française après, et empêcher l'anglais de prendre le fort, sachant que la forêt est tellement dense qu'il ne peut pas passer à côté du fort non plus par voie de terre. Mais pour ça, il faut 1. Du temps de faire les fortifications, 2. Il faut que l'anglais fasse des erreurs, et si possible, qu'il n'ait pas d'artillerie. Parce que les fortifications provisoires vont être en bois. D'où le fait qu'il envoie d'abord Bourlamaque au sud. Et vous allez comprendre pourquoi. À la fin de la journée du 1er juillet, Bourlamaque envoie d'ailleurs 2 embarcations avec 30 hommes pour reconnaître justement et traverser le lac George. On parle encore d'échelle américaine, c'est gigantesque, rien de plus tard. Et le 2 juillet, vers 4-5 heures du matin, les ingénieurs commencent à tracer les fortifications. Ils font du jalonnage. C'est très important de tracer les fortifications, ça évite les arts de Vauban, ça évite les angles morts et ainsi de suite. Et à côté de ça, ils font aussi appel à des volontaires. S'ils ont un problème, c'est que du coup, ils n'ont pas de compagnie franche de la marine, ils n'ont pas de miliciens, ils n'ont pas d'amérindiens, ils ont besoin de gens qui vont aller faire la petite guerre quand même. Et donc, ils vont faire des appels volontaires parmi les soldats réguliers, qui vont être détachés, qui vont aller sous les ordres de Duprat et Bernard, pour justement aller encore plus loin et faire la petite guerre. Le 3 juillet, coup de chance, le capitaine Raymond des compagnies franches de la marine, c'est à ce moment-là que moi je suis arrivé, il arrive avec un courrier de Vaudreuil annonçant qu'il a finalement renoncé à l'expédition de Lévis dans l'Ohio et que Lévis arrive avec des renforts.
Raymond était avec Lévis, Compagnie Franche connaissent le terrain par cœur, ils sont allés plus rapidement. Donc là, il acquiert des spécialistes de la petite guerre qu'il attribue immédiatement à Duprat et Bernard, je les appellerai les volontaires. Pour l'instant, on sait plus ou moins qu'il y a des Anglais, mais pas grand-chose. Il y a nos alliés Abénakis qui ont capturé quelques soldats, mais on ne sait pas plus. On arrive au 4 juillet. Les 2 ponts de campagne sont finis. Et le soir, on envoie une autre reconnaissance sur le lac de 150 hommes. Le 5 juillet, à l'aube, les Anglais mettent à la voile sur le lac George 1000 embarcations. 1000 embarcations, alors de toute taille, hein, on n'est pas sur du vaisseau à 3 rangs. Il y avait certainement des canots, des canoës, de la traction à la voile, enfin de la traction à la rame et de la voile. Mais 1000 embarcations, ça prend toute la largeur. Et c'est là où ça va être très intéressant. Parce qu'en fait, à 15h, la reconnaissance revient, explique qu'il y a 1000 embarcations sur le lac Saint-Sacrement. Et les volontaires, eux, ils étaient déjà en poste ici et plus au sud. Bourlamaque va même renvoyer un 3e groupe de volontaires sous les ordres de monsieur de Trépezec. Je pense qu'il est du coin. Il se battait dans le régiment de Béarn. Et donc monsieur Trépezec encore plus au sud. Pourquoi l'intérêt, c'est de ralentir? 1000 embarcations, ils prennent toute la largeur du lac, et surtout le front ouest, le bord ouest du lac, dès qu'ils s'approchent, ils sont tirés dessus. Donc les Anglais sont pas mauvais. Ils s'arrêtent, ils se regroupent, ils envoient des gens pour débarquer, pour repousser, et essayer de les supprimer la menace, sauf que Trépezec, petite guerre, il les voit arriver. Tant qu'ils sont à découvert, il leur tire dessus. Dès qu'ils commencent à approcher sur la plage, ils se retraitent, et il leur fait le coup un nombre de fois incroyable. Duprat, Bernard, même chose. Ça ralentit énormément. Le lac George, je ne connais pas exactement sa taille, mais vous pouvez vous imaginer le temps que ça prend. À ce moment-là, Montcalm récupère Duprat et va l'envoyer à cette rivière-là qu'on appelle la rivière de Bernay. Parce que ce qu'il voudrait, Montcalm, c'est mettre tellement la pression sur Abercrombie qu'il ne puisse pas passer par le portage et qu'il se sente obligé de faire tout le tour. Encore une fois, pour le ralentir, c'est de la forêt inextricable. Et pour l'empêcher de prendre son artillerie. Mais s'il veut vérifier son hypothèse, il faut bien qu'il ait des gens à la rivière de Bernay pour pouvoir justement vérifier. Donc il envoie Duprat là-bas. À 17h, on sait que la flotte anglaise a fait les 3/4 du lac. Donc, de l'aube, 4h, à 17h, ils ont fait les 3/4 du lac. Et que bientôt, ils vont pouvoir débarquer. Pendant la nuit du 5 au 6, les Français sont sur le qui-vive, mais ils dorment par rotation, tranquillement, se reposent. Sauf le capitaine Germain, qui a repoussé une reconnaissance débarquée, c'est ce que je vous expliquais sur le côté, où ceux qui font la petite guerre, par contre, ils ne se reposent pas du tout, ils passent leur temps à courir dans un sens, dans l'autre, à les harceler. On arrive le 6 juillet au matin. Levé du jour, les Anglais sont en vue du rivage nord, et les Français vont commencer à se replier. En fait, Bourlamaque veut se replier le plus tardivement possible parce qu'il veut montrer qu'il n'a pas peur. Malgré l'infériorité numérique écrasante, il veut montrer que chaque mètre de terrain risque de coûter quelque chose à l'anglais et que les Anglais doivent être prudents. À 7h, Germain rejoint Bourlamaque au pont qui est ici, mais pas Trépezec, on n'a pas de nouvelles de lui. À 7h, Bourlamaque fait traverser tout le monde et brûle le pont. On estime qu'il est brûlé à 8h et que les Anglais arrivent au portage après avoir débarqué ici à 9h, mais sur la rive ouest. Bourlamaque, lui, il va se replier là-haut, avec les autres copains. Pour l'instant, on en est là. Abercrombie, quand il voit ça, il fait non, le pont il vient de couler, ça va me prendre combien de temps pour le reconstruire? Je le sens, je sais que Montcalm est inférieur en nombre, je veux prendre Carillon dans la journée, et il envoie son second, Lord Howe, qui contrairement à Abercrombie est très performant, pour mener sur le côté gauche de la rivière à la chute, exactement comme Montcalm le voulait. Donc à partir de 9h. Les Anglais gagnent. C'est une forêt très très dense.
vraiment une forêt primale, primaire. Et finalement, ils n'arrivent en vue de la rivière que vers 16 heures. Voilà. Je vous rappelle qu'ils ont dormi à bord de petits bateaux, qu'ils ne sont pas reposés, qu'ils ont enchaîné directement, ils arrivent vers 16 heures. Et 16 heures, il se passe deux choses. C'est que Trépezec s'était replié lui aussi là. Il était en train de faire une pause et il se fait tomber dessus par les Anglais. Ça tire dans tous les sens, Trépezec meurt, mais Lord O meurt également, et c'est vraiment, à mon avis, un élément qui va jouer sur la bataille, parce que c'était lui qui décidait tout à la place d'Abercrombie, en fait. Et donc les Français se font battre ici, à leur propre jeu, en petite guerre, à la rivière de Vernet. Néanmoins, il y a des gens qui s'échappent et qui vont prévenir Montcalm qui sont bien de ce côté-là. À ce moment-là, quand Montcalm le sait, il demande à tout le monde de repasser la rivière et de se replier sur Carillon. On brûle le deuxième pont, bien évidemment. Donc vers 17h30, il annonce que tout le monde doit se replier sur Carillon pour être en mesure au petit matin du 7 d'entreprendre des fortifications qui ont été bien jalonnées. Pendant la nuit du 6 au 7, les Français dorment. Toujours bien évidemment avec des piquets, mais ils retournent même dans leur tente, dans leur camp, ils dorment bien. Les Anglais, par contre, ils dorment, ou pas, en armes, entre le portage et la rivière de Vernet, parce qu'ils sont constamment harcelés par les volontaires, et ils ne savent pas exactement où sont les Français. Gros défaut d'éclairage. Donc là, on parle d'anglais, ça fait quand même 2 jours qu'ils dorment pas bien déjà, et qui sont complètement ralentis et harassés par la végétation. 7 juillet, lever du soleil à 4 heures, donc, je vous rappelle qu'on n'a pas d'heure d'été et d'heure d'hiver, Montcalm met tout le monde sur les fortifications. Et là, on va parler de fortifications. Ah. Non. Moi, je m'en mets un petit peu. Hop là. Donc là, vous avez le plan de la bataille du point de vue français. C'est un des généraux français qui l'a décrit dans son journal et l'a envoyé à Madame de Pompadour. Donc vous reconnaissez la rivière à la chute là-bas, le fort Carillon ici, et la grande plaine en surélévation dont je vous parlais, celle qui est ici. Là. Et donc, 4h du matin, il commence à fortifier. Alors c'est quoi les fortifications provisoires? C'est des troncs de la terre. On va abattre des arbres, on va les mettre à l'horizontale, on va faire une palissade, on va recouvrir de terre, une tranchée devant, une petite pente derrière, et quelque chose qui est assez original pour l'époque, toutes les branches qu'ils ont enlevées des troncs, ils les taillent tous en pointe et ils les mettent en abattis juste devant pour servir d'ancêtre du barbelé. Surtout, ce qui est important, c'est que tous les bataillons, donc on a Lassar, Languedoc, Berry, Royal, Roussillon, Guyenne, Béarn et le régiment de la Reine, ils ont chacun leur secteur, ils savent ce qu'ils ont à faire au niveau fortification, et pendant qu'ils font les fortifications, on leur apprend également ce qu'ils auront à faire pendant la bataille. Il faut préciser qu'il y aura aussi le 3e bataillon du régiment de Berry, qui lui restera à Fort Ticonderoga, ou Fort Carillon, et je vous expliquerai après pourquoi. On a finalement un arc de cercle d'environ 600 mètres, donc c'est 500 mètres de là à là, fortifié. Il y a également des petites fortifications ici pour éviter qu'ils passent par le trou où ils mettent les volontaires. Et en D ici, ce sont juste les compagnies franches et les miliciens qui doivent couvrir l'autre flanc, sachant que là c'est de la forêt très très dense à la canadienne, donc bien évidemment on met des Canadiens pour la défendre. Pendant ce temps-là, les Anglais, à 8 heures, donc ils vont se faire 4 heures de marche, ils sont de retour à leur point de départ au portage. Ils n'ont pas dormi, ils remarquent en marche arrière, et à ce moment-là, Abercrombie comprend qu'il ne passera jamais à l'ouest de la rivière à la chute, il fait reconstruire les ponts. Coup de chance, ou plutôt belle discipline, les Anglais sont très très forts pour ça, il y a beaucoup de marins, ils vont aller relativement rapidement, mais n'empêche qu'ils ont perdu encore 24 heures. Et là, à 19h, 7h en soirée, après une longue journée harassante, coup de chance, le chevalier de Lévis arrive avec les renforts.
Il arrive avec certes que 400 hommes de troupes réglées, plus les compagnies franches de la marine, mais c'est toute l'élite qui avait été retirée en fait à Montcalm. Donc c'est les meilleurs hommes. Ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est que bien évidemment, pendant qu'il y en a qui creusent, l'organisation militaire française à l'époque, c'est que dans un bataillon, il y a 12 compagnies. Enfin, plus précis, il y a 10 compagnies de fusiliers, une compagnie de grenadiers, qui sont les plus grands, les plus forts, les meilleurs soldats, et pour border l'autre côté, on appelle le piquet. Le piquet, c'est qu'on prend dans chacune des compagnies de fusiliers les meilleurs hommes restants, et on les rassemble en piquet. Donc pendant que les fusiliers creusent, les piquets, les grenadiers, eux, ils sont plus loin sur la plaine à l'ouest, pour justement garder le contact avec l'ennemi et puis pouvoir prévenir, ralentir. Pendant ce temps-là, les volontaires qui après se placeront là, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne sont pas sur cette carte, ils sont sur l'autre. Ils continuent inlassablement à tirer sur l'armée d'Abercrombie. Ils ne l'arrêtent jamais, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Ils ne l'arrêtent pas. Par contre, pas dormir pendant plus de 2 jours. Se faire tirer dessus 24 heures sur 24. Ça ralentit, ça touche le moral, ça fait faire des bêtises. À ce moment-là, Abercrombie décide de passer, reconstruire les ponts, comme je vous l'ai dit, et surtout, il veut aller vite. Grâce aux gens capturés à la rivière Bernay, il connaît les effectifs de Montcalm. Il sait que c'est 15 000 contre 3 500, alors 3 000 même, parce qu'il ne savait pas que Lévis arrivait. Il sait que Lévis va arriver avec des renforts, il ne connaît pas la taille de ces renforts, il pense que c'est une armée au moins équivalente. Il décide de prendre Carillon le plus vite possible, et le plus vite possible, c'est sans emmener l'artillerie. L'artillerie, il la mettra sur des bateaux et ils feront une tentative par voie maritime. C'est des Anglais, ça ils savent faire. Très bien d'ailleurs. Finalement, le soir du 7 juillet, Montcalm est serein. Il fait dormir ses troupes, il passe ses ordres pour la bataille qu'il sait avoir lieu le lendemain. Et ses ordres, c'est pas de tir de volée. Il faut que chaque officier fasse attention à ce que chaque homme prenne son temps pour tirer. Ça vient de 2 choses. La première chose, c'est la bataille de Fontenoy. Dans le village de Fontenoy, très peu de bataillons ont arrêté complètement l'armée hollandaise. Justement en faisant ça, en étant protégés et en prenant son temps pour tirer. Même certains bataillons, ce qu'ils ont fait à Fontenoy, c'est qu'avec les meilleurs tireurs qui tiraient devant, et les copains rechargeaient le cours. Voilà, ça faisait un tir toutes les 5 secondes, un tir, 2 tirs en élite. Et une autre chose, c'est que Montcalm, depuis qu'il est arrivé en Amérique du Nord, il a beaucoup parlé avec les Amérindiens. C'est lui le général, les Amérindiens discutent, il a fait beaucoup de tabagie. Et notamment ce que les Amérindiens ont reproché aux troupes de terre, ils ont dit qu'ils sont très forts, ils sont très disciplinés, on voit que c'est des vrais soldats, des vrais guerriers. Par contre, ils tirent trop vite, ils ne prennent pas le temps. Parce que c'est des concepts différents. Mais Montcalm l'a écouté, et ça, plus son propre bagage d'officier, il va ordonner à chaque soldat de prendre son temps d'ajuster. En gros, faire en sorte que chaque balle compte. En même temps, à 3500 contre 15 000, avec nos fusils, 20 minutes. Et donc, tout le monde se met à dormir, sauf les piquets et les grenadiers qui tournent, et pendant que les Anglais, eux, ils continuent à gagner. Abercrombie ordonne quand même à ce que les Anglais se reposent cette nuit. Ils avaient un peu de retard, donc ils arrivent ils arrivent en théorie reposés au matin du 8 juillet, mais ils ont quand même 72 heures dans les pattes. On suppose que ça a joué. Les volontaires, eux, quand ils voient que les Anglais s'arrêtent, ils vont se replier et se mettre à leur place. Et là maintenant, vous avez vu toute l'importance de la petite guerre, et bien on va parler quand même du 8 juillet, la bataille en elle-même. La grosse bagarre, la guerre de défense à l'européenne. Excusez-moi. Il va m'en falloir plus d'un. Parce que mon objectif, c'est de vous la faire vivre heure par heure. Je pense que les 3 couches de laine que j'ai sur le dos, vous aussi. C'est l'uniforme d'été. On en parlera avec. Alors, 8 heures, la bataille. À 5 heures, tout le monde se met en place sur le retranchement. Les hommes qui reviennent avec les villes ne réintègrent pas leur régiment pour ne pas désorganiser ce qui était prévu, on leur trouve un petit créneau, on les installe. À partir de 10 heures, il va se passer quelque chose
qui va jouer en faveur des Français. Un détachement de troupes légères anglais, les fameux Rangers, qui sont globalement les seuls Anglais, donc c'est des Américains à pratiquer la petite guerre efficacement, ils vont arriver avec l'ingénieur Clerc à peu près ici, en surélévation. Le but du jeu, c'est de voir, à quoi ressemblent les fortifs. Immédiatement, il y a des échanges de tirs avec les volontaires. Dans le rapport de Montcalm, il est marqué que les volontaires y répondirent avec le mépris. En gros, de là à là, il y a presque 300 mètres. Les balles ne portent pas. Les Anglais s'acharnent, les Français ils lâchent leurs fusils, ils continuent avec leurs pioches. De toute façon, au pire, ils ont eu un mal de crâne. Par contre, Clerc, l'ingénieur en chef de Abercrombie, lui, il estime que les fortifications sont de très mauvaise qualité. Il dit même que le retranchement est sommaire. Donc il va faire son rapport à Abercrombie, qui n'a pas su que Lévis était arrivé, et ça le conforte dans son idée qu'ils sont en infériorité numérique, ils ont un mauvais retranchement, il y a des renforts qui arrivent, c'est aujourd'hui la bataille. Donc là, pour une fois, ils sont d'accord, donc Abercrombie. Et finalement, on arrive à midi, où on voit l'infanterie légère, le fameux Rangers, les miliciens américains, qui sortent du bois face aux positions ennemies, tout à gauche de votre carte. L'armée anglaise est formée sur 4 colonnes, avec des réguliers britanniques au milieu, et 2 colonnes de miliciens américains, avec leurs meilleures troupes en tête, piquets et grenadiers, et des tireurs d'élite, très certainement encore une fois les Rangers, cachés dans les buissons pour couvrir le tout. À ce moment-là, les éléments de protection français se replient, et Carillon donne un coup de canon pour dire on lâche les pioches, on lâche les pelles, tout le monde à vos fusils. C'était bien évidemment prévu. Voilà le dispositif français. Donc je vous ai expliqué quelle est la compagnie. Les piquets et grenadiers, eux, ils vont se mettre derrière. Ils ne vont pas participer à la bataille au début. Le but du jeu, c'est de boucher les trous. C'est des réserves. Le côté gauche est sous les ordres de Bourlamaque. Le côté droit, y compris les compagnies franches, est sous les ordres de Lévis. Vous voyez que le côté gauche et le côté droit, ils se font dos à dos. Le centre est sous les ordres de Montcalm et de son état-major, qui dirige également les réserves. L'état-major a un rôle très important. Ce n'est pas uniquement les gens qui vont servir Montcalm, il va les faire courir, au sens propre. Déjà, lui-même, tous les officiers démontent. Ils sont tous à pied, ils vont être avec leurs hommes. On dit même qu'il a enlevé son juste au corps parce qu'il faisait très chaud. Il ne porte pas sa cuirasse. Il veut de la mobilité. Et ces officiers d'état-major, il va les envoyer rassurer les troupes françaises en permanence. Quand on se défend sur un demi-cercle, la chose que veut le moins le régiment de la Reine là, c'est que le régiment de la Sarre il échoue. Sinon ils vont se faire tourner, se prendre dans le dos. Et en permanence tout au long de la journée, les officiers d'état-major vont courir pour dire là ça tient bien, là on a eu un problème mais ça va, là attention ça attaque, attention ils arrivent. Ils vont informer en permanence le moindre officier. Et ça c'est excessivement important. Encore une fois, on n'est pas à l'heure de la radio. Les infos, c'est forcément quelqu'un qui court. Alors, en Europe, c'est plutôt quelqu'un qui monte à cheval, mais chez nous, c'est quelqu'un qui court. De l'autre côté, Abercrombie, sur ces 4 colonnes, il donne un ordre. Il demande à ces 4 colonnes, là, là, là et là, de traverser la plaine sans tirer un coup de fusil, en faisant fi des mousqueteries françaises et en ne déchargeant qu'une fois le pied posé sur la fortification. Bon, alors les Anglais sont très disciplinés. À partir de maintenant, on parle d'anglais, français, d'affrontement. Je vais faire une aparté, en fait ce sont tous des soldats, des humains. Et vous allez voir que les Anglais, pendant cette bataille, ils ont vraiment, anglais, anglo-américains d'ailleurs, ils n'ont vraiment pas démérité. Parce qu'en face, c'est très très compliqué. Donc ils arrivent, ils avancent, les 4 colonnes, mais très rapidement, quand les Français commencent à tirer dessus, ils vont ralentir, plus les Rangers qui tentent de les couvrir, la première vague s'arrête et tire quand même en désobéissant. Mais finalement, ça permet à la deuxième vague d'avancer plus vite et d'essayer de rentrer. Malheureusement, ça ne marche pas très très bien. On a juste au centre le 2e bataillon de Berry, donc ici. C'est la première fois qu'il voit le combat, il flanche.
Mais avec les renforts de grenadiers et les officiers qui rattrapent tout le monde, ça le fait. Tant qu'elle a parlé de Berry, le troisième, on dit là, mais qu'est-ce qu'ils glandent? En fait, eux, ils sont chargés de la logistique. En permanence, tout au long de la journée, ils vont amener de la poudre noire, des cartouches, ils vont amener de l'eau, parce que la poudre noire, c'est quoi? Charbon, soufre, salpêtre. On déchire les cartouches, on prend de la poudre noire dans la bouche. Le salpêtre, c'est un dérivé de sel. Ça assèche la bouche, ça donne très très soif jusqu'au mal de crâne. Et eux, ils vont tirer toute la journée. Donc mon calme fait amener de l'eau. Très important. Il faudra attendre le Premier Empire pour que Napoléon formalise que les cantinières, leur rôle à la bataille, c'est d'amener de l'eau derrière les rangs. Et ensuite, ils amènent aussi des fusils. Parce qu'il y a des fusils qui, au bout d'un moment, ils n'en peuvent plus. Je vais vous dire combien de fois ils ont tiré en moyenne. Vous allez voir. Mais pour l'instant, on est en pleine bataille ici, et là, on va arriver des embarcations avec des canons. Et des troupes pour tenter de débarquer ici. Les volontaires, petite guerre, ils se réorientent, ils empêchent de débarquer, et là, l'officier qui lui est en charge de l'artillerie de Carillon, c'est son moment de plaisir. Ça fait 1 an qu'il est là, à attendre, et à régler ses tirs, au cas où il y a quelqu'un qui arrive. Exactement ce que font tous les officiers sur tous les forts de la baie de Saint-Malo. Ils passent leur temps à régler les tirs pour savoir que si le bateau, dans tel sens, avec tel vent et telle voilure, il va arriver là, et je sais comment tirer. Et bien cet officier va prendre tous les canons et les régler. Il les fait régler individuellement, il les met à feu chacun, et à chaque tir, il y a un bateau qui coule. Plus les volontaires qui empêchent de débarquer, les bateaux se replient très rapidement, et c'est la première et seule fois en fait, où on verra de l'artillerie anglaise sur cette bataille, alors qu'ils en auraient eu bien besoin pour gérer le retranchement. Retournons au retranchement. Justement, les officiers, leur rôle, c'est de s'assurer de la justesse des tirs, de s'assurer qu'il y ait des renforts. L'info de l'état-major qui dit prenez garde à droite, prenez garde à gauche. Le 3e bataillon de Berry qui gère l'approvisionnement. Pourquoi ils ont ramené des fusils? Chaque soldat, en moyenne, a tiré 80 coups. Bon, je sais, 80 coups de nos jours, c'est pas grave. Mais en l'occurrence, 80 coups en prenant son temps, tout au long de la journée. Nous, on l'a déjà fait, de tirer notre garde-poussière avec nos 9 cartouches d'affilée en tir de retranchement. On a déjà du mal à tenir les canons. Et on est bien obligé de les tenir, parce que pour recharger, c'est de ce côté-là. Donc je pense que les mains sont brûlées, les hommes sont recouverts de poudre noire. La poudre noire des bois fait énormément de fumée. Et du coup, il y a des fusils, tout bêtement, le canon il commence à plus tirer droit ou à plus être bien, et du coup, c'est aussi le rôle du 3e bataillon de Berry de ramener. Ils ne sont pas démérités, ils ont eu plein de pertes, sachant qu'ils ne se battaient pas. Mais ils ont passé la journée à courir à découvert. Ça, c'est le rôle de soutien. Montcalm, dans son journal, résumera ce moment de la bataille en disant, je cite, « Le feu de notre mousqueterie est si bien dirigé que les ennemis sont détruits à mesure qu'ils paraissent. » Bon, vous imaginez que c'est pas très drôle pour les Anglais. En plus, du côté français, tout se passe bien, il y a un bon entrain. Par exemple, quelque chose qui se passe quand on tire, on a des cartouches qui sont en papier qui peuvent tomber juste devant à 10 mètres et être enflammées, et du coup mettre le feu au retranchement, c'est pas terrible. Il faut demander des volontaires pour aller prendre un seau d'eau et aller les éteindre alors qu'ils sont sous le feu anglais. Et sur la bataille, il n'y a jamais eu de problème pour trouver des volontaires. Ce qui, finalement, cette anecdote est intéressante pour montrer le niveau de morale, en fait, globalement, de l'armée française. À 17h, Abercrombie voit que son assaut initial a complètement échoué, mais il veut tenter un dernier coup. Donc finalement, il va faire la même chose, toujours 4 colonnes, sauf qu'au lieu de les répartir complètement, il va les mettre justement deux à gauche, 2 à droite, là pour occuper ces deux-là au même endroit, parce qu'il voit que là, à force d'avoir des pertes, les Français sont resserrés et il y a un trou. Et en tête, ils mettent le 42e Highlanders, Black Watch, qui sont très motivés. Alors pourquoi ils sont motivés? Ce sont des Jacobites. Je ne sais pas si vous connaissez la guerre des Jacobites, mais en gros, c'est les Écossais qui se sont battus contre la couronne britannique. Vous l'avez peut-être vu dans la série Outlander. On connaît beaucoup le 42e Black Watch, mais le 2e régiment écossais canadien, c'est le 56e Fraser, mis en scène justement dans cette série. Et en fait, vu qu'ils ont perdu la guerre des Jacobites, on leur a dit maintenant vous engagez dans l'armée britannique. Et puis vos femmes et vos enfants, ils vont rester bien dans l'eau chaude dans leur village, ne vous inquiétez pas, on va s'occuper très bien d'eux si vous ne vous battez pas correctement.
donc ils sont très motivés. En pratique, ils vont tellement acquérir leur lettre de noblesse au Canada pendant la guerre de 7 ans que les 2 régiments vont s'installer. Ces 2 régiments dont je vous parle sont encore dans l'armée canadienne de nos jours et portent encore le kit dans leur tenue de sortie. Et ils feront venir les femmes et les enfants. Donc du coup, ils mettent les Highlanders en tête, c'est les seuls qui avaient réussi à faire, et ils vont pousser. Ils poussent tellement qu'ils lâchent les fusils, ils sortent leurs clémors qui sont des grandes épées, et eux ils savent s'en servir, et on se demande si ça va flancher. Montcalm se dit, attendez, c'est peut-être une diversion, il y va avec quelques grenadiers, sauf que Lévis, lui, a une meilleure vue vu qu'il est ici, et va réorienter tout son dispositif un peu plus sur la gauche de sa propre initiative. Parfait. Et au moment où les Highlanders mettent le pied sur le retranchement, ils se retrouvent face à des troupes fraîches, et c'est déjà fini. Fin. Là, on estime qu'il est 18h. Tous les tirs vont diminuer jusqu'à 19h, avec surtout les Rangers qui vont couvrir de tirs pour qu'on puisse aller chercher les blessés. Et à 19h, Montcalm décide qu'il n'y a plus d'opposition. Il envoie le régiment de Béarn sortir des retranchements pour faire le ménage. Fin de la journée. Belle journée. Dans la nuit du 8 au 9 juillet, il fait refaire les retranchements autant qu'il peut. Il est persuadé que Abercrombie va attaquer le lendemain. Il envoie donc les fameux volontaires, les champions du marathon, pour aller vérifier. Il demande à chaque soldat de nettoyer son fusil. Alors pour ceux qui nous ont déjà vus en démonstration, nous on les nettoie déjà quasiment après chaque démonstration. Là ils ont tiré 80 coups, j'imagine même pas l'état du fusil. Autre chose que d'ailleurs ils ont dû amener, c'est des silex. Parce que la durée de vie d'un silex c'est entre 0 coups et 50 coups. Donc ils ont dû en consommer plein. Il utilise la petite guerre à nouveau pour maintenir la pression, avoir des informations, nettoyer les armes et globalement les soldats français dorment. C'est d'ailleurs un des rares cas d'histoire militaire qu'après une victoire, il n'y a pas une beuverie. Parce qu'en fait, ils sont persuadés que le lendemain, ils remettent ça. Le 9 juillet à 7h30, donc de 4h à 7h30, Montcalm a fini de faire remettre en état le retranchement, ce qui montre bien qu'il est absolument persuadé qu'Abercrombie revient, parce qu'en fait, il a eu beaucoup de pertes, mais ils sont encore très très nombreux. Mais il envoie des éclaireurs et il voit qu'il n'y a plus personne au moulin. Il prend son temps, il retranche encore mieux, et le 10 juillet, il envoie son second, le chevalier de Lévis, avec un fort détachement pour retrouver le contact et refaire finalement ce qu'il a fait, mais dans l'autre sens. Et il arrive au portage, tout en bas, et là il voit qu'il y a des bateaux qui sont brûlés, qu'il y a des Anglais sur des civières qui étaient blessés, qui sont morts, qui sont laissés sur place. En allant encore plus loin avec les compagnies franches de la marine, ils se rendent compte qu'au sud du lac George, ils se sont repliés dans leur retranchement de la semaine d'avant et qui sont déjà en train de partir. Et du coup, c'est fin de la bataille est gagnée. Les pertes françaises et les pertes anglaises. Malheureusement, on va devoir parler de ça. Les pertes françaises ont environ tué et blessé 400 soldats, officiers et soldats confondus. J'ai le détail pour ceux que ça intéressera après. 1/10 des effectifs. Les Anglais ils perdent 1/6 de leurs effectifs, environ 2000 hommes. C'est une grande victoire défensive, et Montcalm, pour la célébrer, le 12 juillet, demande à tous ses soldats d'entonner un Te Deum par toutes les troupes sur la plaine de Carillon, ce qui devait être un événement assez marquant. Ça a marqué l'histoire québécoise comme étant assez fondateur. Certains historiens estiment même que le drapeau de Carillon, qui était au-dessus des autres au moment du Te Deum, est l'ancêtre du drapeau québécois, pour vous dire à quel point c'est fondateur. Et là, finalement, on a fini la bataille. En conclusion, il n'est vraiment pas facile de s'y retrouver dans l'historiographie militaire de la période, avec les pros, les Antilles, etc. Encore moins sur Montcalm, qui est un personnage cristallisant. En étant objectif, la petite guerre seule a permis à la Nouvelle-France de survivre pendant 150 ans en raison des distances, des effectifs et du manque de moyens des deux côtés de la frontière. Le tout au prix de méthodes largement critiquables d'un point de vue éthique. Mais à l'augmentation des effectifs et des moyens, elle ne peut seule suffire. Et la Monongahela est une exception qui finalement dessert la défense de la colonie, car elle conforte Vaudreuil sur l'unique efficacité de la petite guerre. La guerre à l'européenne est la seule à pouvoir gérer de gros effectifs. Néanmoins,
La guerre à l'européenne a clairement théorisé et mis en pratique l'utilisation de la petite guerre sur les phases préalables, les poursuites, mais également pendant les combats, comme Montcalm nous le montre notamment à Carillon. Et c'est cette complémentarité que je souhaitais vous mettre en avant, et je vous remercie de m'avoir écouté.